Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Vous croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs? Oui, bien sûr. C'est quoi un flop finalement? Bonjour tout le monde pour ce premier podcast slash club de lecture, donc qui est organisé par l'association On se livre du master édition de la faculté de Limoges. Et on va peut-être se présenter un peu tous. Alors il y a Antoine qui va nous rejoindre et qui est à la table de mixage plus tard, il se présentera. Moi je m'appelle Xmista et je suis en deuxième année de master, dans ce master édition. Et je suis membre de l'asso On se livre. Alors moi c'est Améline, donc aussi en M2 métier du livre et de l'édition, et je fais aussi partie de l'association au niveau des podcasts, donc ça tombe bien. Et je laisse la place à... Alors moi c'est Émilie, je suis en licence première année de lettres. Et ensuite nous avons Le mascotte. la best. Donc je suis également en M2 métier du livre et de l'édition à Limoges. Je fais partie des gens qui gèrent la communication de notre compte Instagram. Dernier participant, je suis Antoine, je également en M2 master métier du livre et de l'édition, et je participe aux activités de l'association de manière ponctuelle, pour donner un coup de main quoi. Voilà, et du coup aujourd'hui on est là pour discuter du premier thème choisi démocratiquement par moi seulement, en étant le chef suprême et autodéclaré. Du coup le sujet aujourd'hui, le premier thème, ça serait sur malédiction et possession. Mais en fait, d'après ce que je sais, comme livre qui va être attention, abordé, divulgation. En fait, ça va être plus large que ça, d'après ce que j'ai compris. Alors, du coup, moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'on fasse un peu un tour de table, de savoir ce qu'on a lu ou pas en lien avec ce sujet. Donc chacun fait une petite présentation, ça vous va? Ouais. Alors moi c'est Lovecraft, donc c'est un peu un maître de l'étrange, beaucoup de publications de nouvelles dans Weird Tales à son époque, précurseur de nombreux films ensuite de l'étrange et du fantastique. Moi je vais vous parler de la nouvelle Celui qui murmurait dans les ténèbres. Donc je vais vous faire un petit speech. Retombons dans l'année 1927, au mois de novembre. Donc une inondation sans précédent survient dans l'état de Vermont. Peu de temps après, la presse locale s'empare de rumeurs et de témoignages concernant des créatures inconnues charriées par les rivières en crue qui s'attaquent aux riverains. Le point de vue, c'est celui d'un professeur universitaire qui n'habite pas dans le Vermont, qui entend parler de l'histoire, ça l'intéresse bien. Et du coup, il voit tout d'abord un réveil des superstitions locales. Lui, il prend ça du haut de son qualité de professeur universitaire. Donc il écrit plusieurs articles dans la presse démontrant par A plus B que non, il ne s'agit pas de créatures bizarres, mais juste de l'imaginaire des riverains. Et ses comparses universitaires sont bien d'accord avec lui. Mais quelques mois plus tard, le professeur reçoit une lettre d'un habitant du Vermont. Et celui-ci, bien loin d'être un simple défricheur des forêts, apparaît comme un homme intelligent et cultivé. Donc lui est très surpris parce que quelqu'un du Vermont qui est très cultivé, voilà. Or, il a... Ils sont nombreux à nous écouter. Bonjour. Voilà. Et donc il affirme posséder la preuve de la présence d'êtres monstrueux dans les collines sauvages du Vermont. Et donc entre les deux hommes s'engage une correspondance qui viendra peu à peu ébranler les certitudes de l'universitaire. Voilà pour ma présentation, après j'aurai des petits commentaires à faire. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. Je passe la main à qui veut. Alors moi j'ai pas autant préparé un livre, parce que j'ai pas du tout... j'ai pas de livre dans ce thème-là, donc j'en ai commencé un il y a quelques jours, qui est plus sur la malédiction. C'est un village avec une jeune fille qui je sais pas, c'est quoi le titre c'est... Alors je lis l'auteur, je sais plus, je pourrais dire une bêtise. Sors-le pour le montrer à la caméra. On n'a pas. Voilà. C'est Namina Forna, c'est donc le tome 1, Les Immortels. Donc c'est une jeune fille qui... alors j'ai pas bien compris si c'est une sorte de majorité à un certain âge, on les réunit toutes dans un lieu religieux.
pour regarder la couleur de leur sang. Et donc, si elles ont un sang complètement rouge et naturel, tout va bien, elles ont le droit de réintégrer le village avec tout le monde. Et si elles ont un sang noir, elles sont traitées comme, un peu comme des pestiférés, on les tue. Voilà. On salue tous les anémiés qui nous écoutent. Tous ceux qui ont la faute. Et les anémiés du Vermont. Désolé. Hein. Beaucoup de Le monde. problème étant que ces jeunes femmes avec le sang noir sont immortelles, donc c'est pas possible. Donc on peut pas les tuer. Elles ont pas le sang noir, elles ont le sang doré, pardon, je dis bêtises en plus. Voilà. Et donc en fait, on les tue de plusieurs manières pour récupérer le sang et donc récupérer de l'or. Ok, Voilà. sympa. Ah, on les exploite en fait. Alors, moi, je vais vous parler de Galeux. C'est écrit par Stephen Graham Jones et c'est aux éditions La Volte. C'est une histoire dont le personnage est anonyme. Et donc, il y a plusieurs façons... Enfin, le récit est évoqué de plusieurs façons. Parfois à la première personne, parfois sous des dénominations différentes. Par exemple, le touriste, le cultivateur, qui représente du coup le personnage principal. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on rencontre, on va dire, quand il a ses 8 ans, qui vit avec son grand-père, sa tante et son oncle. Malheureusement, son grand-père va un jour décéder et ils vont tous les trois prendre la route. Et le grand-père explique au jeune garçon pendant toute son enfance qu'il est un loup-garou et que donc du coup ils ont un mode de vie de loup-garou et qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre comme tout le monde. Donc on suit les aventures de ce jeune garçon qui ne fait que rêver d'être un loup-garou, tandis que sa tante qui va être un peu sa mère finalement, puisque sa mère est décédée lors de sa naissance, espère de tout cœur qu'il ne sera jamais un loup-garou et qu'il vivra une vie normale, si on accepte de croire au loup-garou évidemment. Alors, de mon côté, j'ai dû fouiller dans les tréfonds de la bibliothèque pour trouver un livre qui pourrait correspondre à peu près au sujet, parce que c'est pas du tout ma branche. J'ai trouvé Alien de Phoebe Hadjimarkos Clarke, qui est paru en début d'année aux éditions du Sous-Sol. Donc, édition du Sous-Sol, littérature plutôt blanche, hein. Mais c'est une jeune autrice franco-américaine qui emprunte en fait à plusieurs genres littéraires différents. Donc dans Alien en l'occurrence, un peu de fantastique, un peu de thriller, du surnaturel, une forme de réalisme magique aussi. Et donc c'est l'histoire de Fauvel, qui est une jeune trentenaire urbaine, un peu au chômage, voilà, c'est pas trop ce qu'elle fait. Elle a un peu de temps et du coup elle part à la campagne pour faire du dog sitting, pour garder un chien, en bon français, garder le chien du père de sa meilleure amie. Donc il habite vraiment voilà, très, très loin dans la campagne, donc évidemment la campagne, le mystère, il y a beaucoup de brume. Voilà. À Limoges, hein, finalement. La compagnie musicale. Voilà, c'est un peu ça, elle vient à Limoges. Bon. Et non, il se trouve que le chien, donc, s'appelle Anna 2 même, c'est une chienne clonée. Parce que Anna 1 donc, est décédée, son maître l'adorait, et il l'a fait cloner. Voilà. Donc, on est dans un univers déjà légèrement différent, petit décalage avec la réalité, puisque c'est jamais expliqué dans le roman, hein, ça fait partie du postulat de départ. Et à partir de là, Fauvel va être confronté à tout un tas d'événements un peu bizarres. Il y a des histoires d'extraterrestres, il y a des meurtres un peu bizarres d'animaux sauvages, on ne sait pas trop qui les fait. On croise aussi un sociologue, tout à fait, Lou, un sociologue qui travaille sur les formes extraterrestres. Donc voilà, il se passe des choses bizarres à la campagne. Hein. À Limoges. À Limoges, voilà, vous le savez bien. Je rappelle qu'il y avait eu l'année dernière le congrès sur les extraterrestres Et au Zénith de effectivement, Limoges. une nouveauté, c'était unique en France, Voilà. il a fallu que ça soit à Limoges. Les places étaient à plus de 100 € je crois. Donc en fait, peut-être que voilà, elle parle de Limoges en fait. Voilà. Mais donc voilà, il se passe des tas de choses bizarres et ça fait un peu peur. Ouhou. Et le meilleur pour la fin, Ximista? Le meilleur, je ne sais pas. En gros, moi j'ai choisi c'est un recueil de nouvelles de Claude Seignol, donc un auteur français, et dont le texte principal du recueil s'appelle La Malvenue. Mais toutes les nouvelles parlent un peu sont dans le même ton et abordent les mêmes thèmes. Donc La Malvenue, c'est l'histoire d'une fille qui est née avec une marque en étoile sur le front. Une fille qui est née dans une famille paysanne de la fin du
19e siècle, début 20e. Donc on est dans un cadre comme ça. Ça se situe en Sologne, dans le pays de la Sologne, je crois que ça s'appelle. C'est entre Bourges et je sais plus. Enfin, bref, je pense que voilà. À la campagne aussi. Ouais, donc, à la Décidément, le Fil Vermont, rouge, voilà, ouais. c'est la campagne. Hein. campagne. Ouais. Lovecraft se sert rarement à la campagne et du coup là c'est dans le Vermont, c'est intéressant. Bref. Et du coup cette fille qui est née avec une marque en étoile sur le front va être appelée la Malvenue, va être surnommée la Malvenue, et a des tendances à être prise par une force qui la dépasse et qui la pousse à commettre des méfaits. Et le premier méfait dont elle se rend coupable, c'est de allumer le feu à la botte de foin que sa famille et les paysans qui travaillent avec eux ont durement, après des heures de labeur, assemblé. Et du coup, il y a toute cette histoire de possession un peu par des pouvoirs. Et en fait, on va voir toute son histoire à cette fille en parallèle de qu'est-ce qui la possède, etc. Enfin, bref. Donc on est à la fois sur de la malédiction, à la fois sur de la possession. Je suis le seul absolument dans le thème, donc c'est pas... Ok, Alors, ok. Bref, pourquoi ce thème? C'est juste parce qu'on est en période d'Halloween. Est-ce que vous voulez un peu parler de vos lectures, de comment vous les avez ressenties, comment vous les avez vécues, même celles qu'on n'a pas finies, hein, c'est pas bien grave. Je m'ennuie. Un peu un avis succinct un peu sur ce que vous avez pensé de vos lectures. Ben moi, du coup, j'avais pas encore abordé le thème de la possession, mais j'ai besoin de spoiler un peu toute la nouvelle pour en parler. C'est le problème des nouvelles, c'est que très vite quand t'en parles, tu spoil. Mais Est-ce que vous voulez quand même savoir? On va divulgacher. Ouais, voilà, ouais, merci Antoine de me rattraper sur mon vocabulaire. Du coup, on en était aux lettres. Des lettres, tiens, est-ce que ça vous ferait pas penser à Marie du Chêlet, Frankenstein, qui utilisait aussi le procédé des correspondances et des Ouais. lettres? ça- Donc, est-ce que... Oui, bien sûr. Est-ce que... Oh, On a tous lu Frankenstein autour de la table. Hein, donc. Tu n'as jamais lu Ouais, Frankenstein? Je c'est n'ai dans jamais le lu thème. Frankenstein. Ah, Et bah, Lou non plus. C'est un programme pourtant au collège. Est-ce que Lovecraft, du coup, a piqué l'idée? Je ne sais pas. Mais de ce fait, les correspondances permettent d'omettre des détails et de n'avoir qu'une vision partielle des choses. Et donc, de ce fait, lorsqu'il s'agit des preuves que le mystérieux fermier envoie, soit un enregistrement et quelques photos, le lecteur n'a que des bribes données par le personnage principal. Donc, c'est un peu mystérieux. Et donc, ce simple fait divers, pour revenir à l'histoire, le professeur en fait une affaire personnelle. Et donc, parce qu'il entend les enregistrements terrifiants de créatures qui ne parlent pas français, enfin anglais en l'occurrence. Mais voilà, et donc il va commencer à faire des recherches. Et au fur et à mesure des correspondances, on se rend compte que la tension monte, l'angoisse est de plus en plus palpante. Le fermier lui raconte que les créatures, ceux du dehors, comme il les appelle, sont vraiment à sa porte. Et donc, le professeur, il est paniqué, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Et puis, il se passe un temps avant de recevoir la lettre. Et à nous, en fait, tout va bien. Tout va bien. Il n'avait pas tout compris, un gros malentendu. Le fermier a rencontré ceux du dehors. Et il lui explique l'univers. Eux, ils viennent de Pluton. Et ils sont là en tant que pacifiques. Ils ne sont pas du tout là pour coloniser la Terre et tout. Sauf que, contrairement aux autres lettres, c'est tapuscrit. Ça a été écrit à une machine à écrire alors que les autres lettres étaient écrites à la main. Donc le professeur, il est un peu rassuré. C'est un peu la fin de la nouvelle. On se dit, tout rentre dans l'ordre finalement, mais il décide quand même d'aller voir. Et donc il se déplace, il va dans le Vermont. Donc outre les longues pages sur la beauté des prairies du Vermont, on a des indices un peu malaisants. Et c'est là vraiment que je trouve Lovecraft est fort. C'est instaurer le malaise où tout va bien en apparence, mais il y a quand même quelque chose. Et effectivement, donc il arrive à la gare du Vermont, et c'est pas son pote, enfin c'est pas le fermier qui l'accueille, parce qu'apparemment le fermier est malade. Donc bon, c'est un autre gars. Et puis il rentre dans la maison, sombre, aucune lumière, apparemment il est malade, son fermier, et il lui parle depuis le fauteuil, il lui murmure parce qu'il a mal à la gorge, dans le noir, dans les ténèbres. Donc voilà, petite référence au titre. Et donc par rapport à la possession, là je suis obligée de tout vous spoiler. À la dernière page, on se rend compte que la personne ou la chose qui lui murmurait dans le noir, dans le fauteuil, eh bien c'était pas son ami le fermier. Parce qu'il ne restait que les mains et la tête.
À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Mais est-ce que ça t'a plu, Améline, comme lecture? Moi j'ai kiffé. Après j'ai appris qui était Lovecraft et j'ai fait non mais je trouvais intéressant la mécanique. Me faisait penser au Petit Chaperon Rouge. Oui. Ça m'a fait un peu Ouais, tout à fait, oui. réécriture de un peu bizarre la grand-mère et puis en fait mais c'était très sympa. Au niveau de la possession, moi du coup ça m'a fait penser la possession c'est pas que spectral et tout ça, c'est là il possède son identité, il usurpe l'entité de ce qu'on peut comprendre parce que c'est très mystérieux et le lecteur fait sa propre opinion, mais de l'identité du fermier et tout ça, et apparemment c'est le procédé habituel de ces gens du dehors qui vont de planète en planète et se font passer, enlèvent les personnes et se font passer pour elles pour ne pas être repérés. Voilà, c'était très sympa. Je me permets juste de signaler que, puisqu'on en parle, à propos du Petit Chaperon Rouge, il y a un livre qui paraît ces jours-ci aux éditions Zone, donc La Découverte, sur une relecture en fait des contes de Perrault et en particulier du Petit Chaperon Rouge, mais du point de vue de... Enfin, comme quoi ce serait en fait une métaphore de l'inceste, et non pas que le danger vient de l'intérieur de la famille. De la famille et non pas de J'ai pas un les viol références là. Parce qu'on n'a pas préparé, mais... mais c'est bien, c'est comme je ça. n'ai pas la référence. Mais voilà, je me permettais de signaler. Super. Alors, moi, comme j'ai pas fini le livre, je peux pas dire grand-chose. Pour l'instant, je suis curieuse, plus de savoir ce qui va se passer après, toute cette histoire de malédiction, est-ce que c'est vraiment une malédiction? Et alors, est-ce qu'on Qu'est-ce qu'il suit alors le point de vue de une fille maudite? Oui, ou, c'est ça. ok. On voit une jeune fille de 16 ans, Ok. Deka, qui se retrouve, qui avait besoin dans sa recherche d'identité d'être comme les autres jeunes filles, d'avoir le sang pur et qui se retrouve un peu déçue du coup parce que sa famille était déjà pas très bien vue au sein du village et elle espérait pouvoir intégrer le village et se sentir légitime d'être là auprès des autres, et en fait elle se rend compte que c'est pas le cas, et donc elle est après torturée dans un sous-sol pendant plusieurs jours par les espèces de mages du village pour récupérer de l'or, et elle se retrouve Sympa. sauvée par une personne qu'elle appelle Main Blanche. C'est une femme qu'elle connaît pas, qui s'est pas présentée, qui a une main blanche parce qu'elle a les mains dans des gants, et qui lui dit écoute, tu peux rester là et à essayer, si tu veux, mais tu risques pas de mourir. Donc elle l'emmène avec elle, et pour l'instant je suis pas arrivée au bout du voyage parce qu'elle rencontre une autre fille qui est comme elle, et elles sont amenées tout au bout du pays pour être des guerrières, pour protéger tout le pays d'espèces de monstres en forme d'ombre. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Donc leur plus grande malédiction est à la fois leur force, etc. Ok. Du coup, je reprends sur Galeux. J'ai été surprise à la fin parce que je ne gâcherai pas la surprise, mais en fait, comme le personnage est anonyme, il y a toujours une part de mystère sur ce qui est raconté. On ne sait jamais vraiment à 100% si ce qui est raconté est vrai ou si c'est un peu des métaphores, des façons un peu usurpées en fait de raconter une partie de l'histoire. Car c'est comme ça en fait que le grand-père expliquait ses histoires. Quand il disait « Oh là là, il y a eu une bande de chiens qui est venue et qui a déterré le cadavre de mamie », voilà, lui il nous explique que c'est une bande de chiens un peu sauvages. Plus tard dans l'aventure, t'as un autre personnage qui dit non, c'était pas une bande de chiens, c'était une bande rivale de loups-garous qui venaient se venger. Il y a toujours les histoires qu'on nous raconte au tout début finissent toujours par réapparaître, mais avec des interprétations différentes. Et donc à la fin du livre, on peut toujours rester avec ce côté quelle est cette interprétation en fait qu'on devrait avoir de l'histoire, sachant que l'auteur est une personne autochtone, native américaine. Donc en fait, on peut assez facilement faire un parallèle avec les peuples natifs des États-Unis, puisqu'en fait, le personnage principal et sa famille sont obligés de se déplacer tous les 2-3 mois pour trouver un nouvel emploi, trouver un nouvel endroit où habiter, parce que faudrait pas qu'on se rende compte qu'ils sont des loups-garous, mais du coup, ils sont toujours dans une situation très précaire qui les empêche de pouvoir vivre aussi une vie qui pourrait être peut-être plus normale. Oui, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on retrouve la part de mystère un peu et différentes interprétations, parce qu'on passe par différents vécus des personnes. C'est ça. Puis en fait, il joue un peu aussi avec l'Écosse, c'est-à-dire qu'il y a le retour de la balle en argent qui serait la seule arme capable de les tuer. Mais on nous explique aussi pourquoi les loups-garous porteraient plutôt des jeans plutôt que des leggings, parce qu'en fait, le jean,
s'il se transforme en loup-garou, bah, ça se déchire, mais au moins c'est sécurisé. Alors que le leggings qui est élastique, ça pourrait se bloquer quand il se retransformerait. Comment on fait si ça se bloque dans les articulations? Enfin, ça serait embêtant. Ça serait une mort lente et douloureuse. C'est sûr que c'est une question qu'on se posait. Alors tu ne la posais pas, maintenant tu te la poseras. Et en fait, il y a plein de questions comme ça auxquelles on ne pense pas du tout. Et voilà. Et donc le personnage principal se répète assez souvent à cette phrase genre, je suis un loup-garou. Il l'a même écrit sur des toilettes pour dire oui, je suis un loup-garou. D'ailleurs, on salue les loups-garous en legging du Vermont qui nous écoutent. Faut penser à eux. Ok, donc la mode du jean, alors dans les années 90, c'est les loups-garous. Graou. D'ailleurs, Lou, tu portes un leggings aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le voir, mais... D'ailleurs, je hurle à la lune de temps en temps. Heureusement qu'il fait encore jour, parce que... Non, alors, quelle était la question? Est-ce que ça m'a plu? Ouais. Oui, j'ai adoré donc Alien de Phoebe Hadji Marcus Clarke. C'est seulement son deuxième livre, et je trouve qu'il y a vraiment une forme de virtuosité à la fois dans la composition romanesque, donc la structure du récit, et tous ces éléments de mystère, cette ambiance vraiment un peu poisseuse, un peu voilà, il y a du brouillard, on sait pas. Là-dessus, je trouve que c'est vraiment très fort. Et surtout dans l'écriture, en fait, tout simplement. Elle mêle à la fois une langue assez contemporaine, qui rappelle par certains aspects des choses qu'on peut lire, par exemple, chez Michel Houellebecq, ou des remarques très, très, très drôles. Alors ouais, faudra jouer au bingo, on va faire un bingo. À chaque fois que je parlerai de Bourdieu, de sociologie, de Michel Houellebecq, et de... Voilà. Je vous lis un extrait. Donc c'est au tout début, elle rencontre donc Luc, le propriétaire du chien. C'est une drôle d'idée que de vouloir faire le tour du monde. Une idée d'un autre temps, estime Fauvel. Mais Luc est un être d'un autre temps. Un type qui apprécie la bonne chair et les bonnes femmes, et qui aime à le dire. On l'imagine aisément, plus jeune, partir en Inde en stop, prendre des grottes psychédéliques, devenir bouddhiste, puis progressivement, à son retour, se remettre à manger du saucisson et commencer à voter au centre droit. Voilà. Moi, je trouve ça drôle. Je vois que personne ne rit autour de la table. C'est raté. C'est raté. Et j'en ai une autre. Page 134-135. Une forme de... Voilà, elle a vraiment un talent dans le rythme de la phrase, je trouve. Alors, je lis très mal, en plus, je suis désolé. Elle rit de bonheur. La voix cassée, elle enlace Fauvel. Elle retrouve la fusion des amitiés de jeunesse, l'excitation au creux du ventre. Avec une affection, une attention infinie, Mado, assise sur une souche sèche, roule un gros d'air illuminé par le soleil comme une aura. C'est pas facile à dire, hein, mais c'est très beau. C'est pas facile à dire, je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai que... Oui, tu l'as lu, toi. Oui, moi je l'ai lu. Et parce que moi j'ai tout lu. Et c'est vrai qu'il y a ces ruptures dans le registre. De ton, ouais. Mais même pas tant dans le ton, parce qu'en fait, je trouve qu'elle garde toujours un ton assez uniforme, mais c'est dans le registre de langue. Elle va passer elle arrive très bien à manier à la fois un langage assez soutenu et partir sur des grosses dés sur la touche d'armes. Et c'est vrai que ça... Et étonnamment, ça fait pas rupture. Enfin, ça fait rupture un peu comique, mais ça fait pas rupture de « Ah, ça devrait pas être là, c'est pas à sa place, etc. » Parce qu'on est aussi sur des personnages qui utilisent ce langage-là, etc. Mais je trouve qu'elle arrive très bien à reproduire une forme de langage contemporain chez les jeunes, comme on dit. Jeunes. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie du bingo. À chaque fois qu'Antoine parle des jeunes, en s'excluant de la catégorie jeune alors qu'il a 24 ans. Non, mais tu vois, cette manière de... 25. Cette manière de manier à la fois les registres de langue, mais en même temps les genres littéraires aussi, et les références et les mêler dans la littérature blanche contemporaine. Moi, je trouve que c'est très beau et c'est très bien. Et je pense, j'ai l'impression que ça peut se recouper aussi avec ce que disait Lou sur l'aspect perte de repère. Si je t'écoutais bien, tu me parlais du fait que pour chaque événement, en fait, on va changer de point de vue, d'interprétation, etc. Et il y a, est-ce que aussi, enfin, parce que dans Alien, il y a un peu un côté, les événements, on a un point de vue, mais qui nous perd souvent, qui est fait pour qu'on soit un peu perdu. Là, c'est pas peut-être la même chose, non ? Je pense pas qu'il y ait volonté de nous perdre. Je pense que, en fait, comme l'auteur, on comprend plus ou moins à la fin que ce qu'on a lu, potentiellement, c'est des notes qu'il a laissées. Et donc, ces notes, il ne faudrait pas que des gens puissent les lire et comprennent qu'il y ait des loups-garous.
Donc D'accord. tout est un petit peu sous-entendu, mais il y a des choses quand même assez explicites par moment. Par exemple, quand il dit que que sa tante, a combattu un ours. Pour des gens qui ne croient pas au loup-garou, tout le monde va se dire c'est une histoire complètement farfelue et inventée. Mais pour quelqu'un qui pense que les loups-garous existent vraiment, le fait qu'elle ait combattu un ours est vachement plus probable et qu'elle ait gagné d'autant plus finalement. Ok. Alors, le problème des recueils de nouvelles, c'est que la plupart du temps, les nouvelles sont inégales et ce recueil ne fait pas exception. Néanmoins, Claude Seignol, moi je l'ai voulu le lire parce que j'étais tombé sur une nouvelle de lui et j'ai trouvé ça très bien écrit. Il écrit un peu à la façon romantique du 19e alors que c'est un auteur des années 50-60. C'est une écriture que moi j'apprécie bien que à la longue ça soit un peu parfois redondant. Ça manque de rythme, ça manque de variation par rapport à une Clark qui, elle, arrive très bien à manier ça. Là, il y a une sorte de monotonie. Alors, c'est toujours... la plupart du temps, c'est joli, mais on est quand même sur un langage assez monotone Après, là, par rapport au recueil de nouvelles, je trouve que le tien est très gros. Je sais pas combien il y a Ouais, de il fait nouvelles, 400 pages, mais mais il y un en a recueil de 6. nouvelles de 400 pages, c'est pas... Anodin. Il y a, Ouais. il y a 6 nouvelles. Je dirais. 6 nouvelles et ouais, 400 pages. Mais ouais, Éclectique. mais parce que en fait, t'as la malvenue qui fait déjà la moitié du livre en fait. Une nouvelle de 200 pages. C'est soit une très longue nouvelle, soit un très court roman. Une novella, on appelle Oui. ça dans le monde anglo-saxon. Ouais, Tout à fait. d'accord. C'est une forme intermédiaire entre la nouvelle, Ouais. qui est Enfin, en tout cas, dans la littérature contemporaine, la nouvelle, ça se fait plus trop en France. Hein. Ça se vend pas, c'est pour Ça ça. se vend pas du tout, ouais. Mais c'est plutôt américain. Oui. Et donc le roman. Et entre deux, voilà, il y a ce que le monde éditorial anglo-saxon appelle la novella. D'accord. Ok, parce qu'en fait, c'est vrai que dans la taille, on pourrait se dire c'est un court roman, mais dans sa narration, ça fait vraiment penser plus à une nouvelle en fait. Ok. Ce que j'en ai pensé, si. Donc l'écriture, c'est joli mais c'est monotone, et parfois on s'ennuie un peu, et parfois aussi les récits sont pas bien passionnants. Mais il y en a une des nouvelles que j'ai vraiment bien aimée, c'est Marie Lalouf, c'est une histoire d'amour impossible. On rejoint les loups. Voilà. On est encore sur les loups, oui. Mais en fait, c'est une fille qu'on accuse d'avoir j'allais dire qu'on accuse d'avoir des relations avec les loups. Mais que, Très bonne accusation. avoir des pouvoirs liés aux loups, etc. Voilà. Et du coup, on accuse. On pense que la personne dont elle est amoureuse serait possédée sous l'emprise de cette sorcière, quoi. Alors que pas du tout, ils sont juste amoureux, mais ça va y avoir une suite d'événements qui vont faire que ils vont être séparés. Enfin, bref. En tout cas, ça va être compliqué. Mais alors ça, c'est un truc que j'aime bien chez Claude Seignol, c'est-à-dire que en fait, il ancre un genre fantastique large dans une sorte de folklore français, campagnard, rural. Limoges. Mais type Limoges. En fait, ça sonne très réel. Enfin, C'est un peu du fantastique régionaliste, Un en peu. quelque sorte. ben oui, non, mais on est là-dessus. Et en fait, t'as des histoires où t'as l'impression... Enfin, t'as du fantastique qui est mêlé. T'as vraiment des loups-garous, des choses comme ça. Mais en fait, ça s'incarne vraiment dans des croyances du patelin, etc., quoi. Et donc pour ça, j'ai vraiment bien aimé. Je vais pas vous faire le résumé de chaque nouvelle, mais globalement, ça raconte ça. Et c'est toujours, c'est toujours une question un peu de malédiction ou de pouvoir, un peu de sorcellerie, des choses comme ça. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'était de rebondir un peu sur ce que tout le monde a un peu dit, et de lancer des conversations, des sujets comme ça. Par exemple, pour les immortels, j'y ai pensé, c'est le côté un peu ostracisation. C'est-à-dire que ces récits qui parlent de malédiction et de possession, il y a ce côté marque qu'on pose sur des personnes, sur des groupes, qui leur colle à la peau et qui leur vaut de subir des violences, etc. Moi, je pense par exemple en récit fantastique un peu classique à la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. En gros, l'histoire, c'est une femme qu'on accuse qui vient d'avoir un enfant
et cet enfant, on l'accuse d'être né d'une liaison extra-conjugale, et du coup, on lui accole une lettre écarlate, et elle doit élever cet enfant seule, en gardant cette lettre écarlate qui est le signe de l'adultère. Voilà, donc elle subit une triple oppression, à la fois du regard des gens qui portent sur elle, sur le signe qu'elle porte, sur la lettre, à la fois le poids, elle porte un triple poids, à la fois le poids de la faute qu'elle a commise ou non, mais en tout cas qu'elle l'ait commise ou pas, elle doit le porter, et de 3, l'enfant qu'elle doit élever seule. Donc voilà, c'est des questions comme ça, c'est des sujets comme ça que je trouve intéressants. Je sais pas si ça vous fait rebondir sur des choses, ça vous évoque des choses comme ça dans les lectures que vous avez pu faire ou... En fait, moi, ça me fait penser à Margaret Atwood un peu quand même. On sent le fantastique, le fait de imposer aux femmes, enfin de les utiliser juste pour leur corps. Là, c'est pour le sang. Je sais pas si tu as vu la série ou tu as lu les livres. La Servante écarlate. Parce que... J'ai vu un petit peu la série. Ok. J'ai les livres, mais je les ai pas lus encore. Eh ben, accroche-toi. Mais oui, voilà, où on utilise juste le corps des femmes à des fins... voilà, bah là c'est pour la richesse et l'argent et l'or, là c'est pour avoir une descendance. Mais oui, la vision de la femme, je trouve, dans Les Immortels rejoint un peu celle de Margaret Atwood. Et malheureusement, ce n'est pas qu'une fiction et ce n'est pas que du fantastique. Après, plus généralement, je trouve que cette question de l'ostracisation et de montrer les différences, etc., c'est un thème ultra classique de la littérature jeunesse. C'est une question voilà, de quête d'identité, de trouver sa place dans une société, d'arriver à se positionner par rapport aux autres. Oui, le procédé du poisson hors de l'eau est quelque chose vraiment qu'on retrouve dans la littérature jeunesse, dans les mangas, dans les webtoons, voilà. Parce que je fais mon mémoire dessus. Mais je trouve ça intéressant, cette quête d'identité de manière générale. Surtout que là, il y a si j'ai bien compris, du coup, sa faiblesse, ce qui la rend faible du point de vue du reste de la société, va être la chose qui va lui permettre, au final, de protéger tous ceux et toutes celles à qui elle tient, même si eux, a priori, ne l'aiment plus tant que ça, à cause de sa différence. Mais... Et c'est du coup immortel au féminin, du coup c'est que des femmes qui peuvent avoir ce sang. Donc... C'est que les femmes, oui, c'est ça. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a les immortels, j'ai cité La Lettre écarlate qui est aussi une histoire d'une femme qui subit ça, et pareil pour La Servante écarlate, et c'est un sujet que j'avais, en tout cas c'est un point que j'avais noté en préparant rapidement ce podcast, c'est que les sujets notamment de possession, ou même de malédiction, sont souvent en fait des histoires où les personnages qui subissent la possession ou la malédiction sont des femmes. L'œuvre fictionnelle la plus connue qui parlerait de possession, je pense, ça serait peut-être L'Exorciste. Enfin, le film, en tout cas, les références cinématographiques contemporaines. Vu que c'est une adaptation, ça marche. Mais du coup, pareil, c'est une petite fille. Et c'est souvent le cas. C'est souvent les cas de possession dans la fiction, c'est plus souvent des femmes. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le sous-texte là-dessus. En fait, c'est une catégorie de la population qui est plus souvent possédée, au sens le plus premier degré du terme, enfin en tout cas dans le sens plus... Il faut se poser la question pourquoi. À ton avis, pourquoi Lou ? C'était pas forcément en réponse, mais je te proposerai une réponse hasardeuse juste après. Ce que j'allais dire aussi, c'est que pour en tout cas les adaptations cinématographiques, que ce soit Exorciste ou autre, il y a aussi ce conflit entre la petite fille qu'on va forcément percevoir comme innocente, mignonne et tout ça, et le côté démoniaque qui est vil et qui va évidemment pervertir tout ce monde. Et après, évidemment, dominant. Une vision très puritaine. Voilà. De lutte de bien contre le mal. Oui, voilà, comme si quelque part les femmes résistaient moins et ayant un esprit plus faible, ça serait plus facile à posséder. Oui, il y a peut-être un côté comme ça. Enfin, je sais que dans les contes pour enfants, c'est souvent les sorcières qui sont méchantes, c'est des femmes. Il n'y a pas de sorciers vraiment maléfiques. Oui, c'est vrai que... Les sorciers, souvent, c'est les conseillers du roi, et les sorcières, c'est celles qui propagent les malédictions. Voilà. On dévie de littérature, mais je crois que c'est une adaptation aussi. Mais il y a aussi, en fait, il y a le parallèle entre L'Exorciste et Malédiction, je crois que c'est ça.
Easy Omen, où l'exorciste c'est une petite fille possédée par un démon qui n'a pas de... Comment dire, qui subit tout le long du film et du livre, parce que j'ai aussi lu le livre. Quel nerd. Et, mais qui subit pendant tout le livre cette possession, et toute sa famille, et d'ailleurs qui est élevée par sa mère et son père absent. Ça fait beaucoup là, non? Et elle va avoir comme père de substitution le père qui vient l'exorciser. Voilà. Et en parallèle, on va avoir Malédiction, où c'est cette fois-ci un petit garçon, mais le petit garçon il n'est pas possédé, c'est la réincarnation du diable. C'est-à-dire qu'il est en pouvoir sur. Il est acteur. Il est acteur. Et il n'est pas du tout possédé, c'est le diable, réincarné sous une forme humaine façon antéchrist, quoi. Une sorte de Jésus du maléfique. Et du coup, il y a ce parallèle, je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il va y avoir un groupe de personnes, quand on les représente, elles sont possédées et victimes de ce qui leur arrive, et d'autres où ça va être sous forme d'empouvoirment. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant dans La Malvenue, on reboucle. Parce que La Malvenue, le problème c'est que c'est un auteur qui écrit dans les années 60, donc forcément il y a de la sexualisation partout. Cette fille je crois que c'est dit, mais elle doit avoir 16 ans, quelque chose comme ça, elle est sexualisée, voilà. Mais au-delà de ça, c'est une fille puissante. C'est un peu original, parce que du coup, même si elle est sous l'emprise d'une force maléfique, il y a un côté, en fait, elle assouvit des pulsions qu'elle n'oserait pas avoir sans cette force qui lui est donnée, quoi. Et elle manie un peu tout son monde comme ça. Après, il y a quand même cette idée de possession, etc., où à un moment, vers la fin de la nouvelle, elle essaie de se dégager de ça parce que ça lui écarte, encore une fois, de l'amour, mais comme pour Marie Lalouve, mais il y a toute une partie de la nouvelle où c'est un moyen de devenir plus puissante et de mieux contrôler le monde autour d'elle, même si elle fait le mal. Voilà, elle a ce statut. Elle acquiert un statut qu'elle n'aurait pas eu sans ça, au sein de sa famille, en étant une fille pas encore adulte, pas encore mariée, dans une société paysanne archaïque. Non, mais du coup, tu n'as pas de place à ce moment-là. Et là, elle en acquiert une par les forces maléfiques. Et je sais pas si vous vouliez rebondir plus que ça là-dessus. Du point de vue très littéral, on peut dire que être une femme dans une société patriarcale, c'est être à la fois maudite et possédée. Par le père, par le mari. Je ne veux pas faire mon féministe de bas étage, mais c'est une manière un peu... Du coup, c'est intéressant dans le cas de ce que tu disais, Xim, c'est que du coup, le personnage féminin sans pouvoir, en cassant les codes de la société patriarcale dans laquelle elle est... Et du coup, la prise de pouvoir est forcément du côté maléfique. Oui. Et on retrouve ça dans pas mal de fictions encore aujourd'hui, même si c'est pas du tout fantastique. Dans les fictions ou les séries, mettons dans des offices ou dans des entreprises, le personnage féminin a tendance à devenir, on va dire, méchante pour avoir du pouvoir et tout ça. Par contre, la possédée ou la maudite est toujours belle. Ça, c'est un truc aussi. Faut quand même plaire aux hommes, quoi. Oui. Comme ça. Elle n'est jamais moche. Elle est passive, mais elle n'est jamais moche. Ce sera la conclusion. Non, mais... Je sais pas ce qu'on peut en tirer, mais non, mais... On va passer au sujet. Oui. Mais non, mais il n'y a pas que les femmes, hein. Non, j'allais dire, parce que, par exemple, vous, toi, ça va être... tu disais que l'autrice de ton roman, c'était une... L'auteur. L'auteur, oui, ok, pardon. Je me permets. Oui, mais permets-toi, je t'en prie. Était un natif américain. Et du coup, est-ce que c'est abordé frontalement dans le livre? Je n'avais pas compris ça. Non, c'est pas abordé frontalement, mais en fait, par moment, tu peux comprendre ce côté de... Voilà, que potentiellement, ce côté où se dire... Ah, moi j'ai atteint la seconde, c'est un niveau que ma famille n'a jamais atteint, parce que comme on se déplace tout le temps, on n'est jamais en position 2. C'est quelque chose, tu vois, par exemple, auquel potentiellement il a été confronté, ou des gens qu'il connaît ont été confrontés. Après, tu as aussi tout ce truc quand ils arrivent en ville, tu as un peu des gens qui se méfient. Tout le monde change de trottoir, finalement. On ne sait pas, en fait, si c'est parce que les gens pressentent que ça serait des loups-garous, ou pour une autre raison, ou si c'est simplement parce que ce sont des gens qui vivent dans leur caravane, et que ça ne correspond pas au mode de vie local, par exemple.
Donc il y a un peu tout ce côté où même il essaye pas forcément de se faire des amis en classe parce qu'il sait qu'il va déménager, qu'il va repartir. Et de toute façon, le personnage principal est obnubilé par l'idée d'être un loup-garou. Et c'est quelque chose qui m'a fait le détester pendant toute une partie du livre. Parce que je me disais, mais c'est quoi ton plan B si jamais il s'avère que tu n'en es pas un? Si tu te rends compte que tu n'as pas le sang, que tu n'as pas hérité du pouvoir de loup-garou de ton grand-père et de ton potentiel père, parce que le père est également absent, c'est un personnage qu'on découvrira vers la fin du livre. On se dit, bah oui, mais là, tu dis, ah bah j'ai décidé de plus aller en cours parce que je voulais flairer une trace, surveiller une biologiste qui nous surveille et qui collecte des crottes dans la nature. Bon, bah très bien, mais potentiellement, tu n'es pas un loup-garou, tu te retrouves dans une position fortement délicate. Et je pense que ça, sans le côté forcément natif américain, mais de manière générale, pour des personnes, on va dire précaires, il y a aussi un peu ce conflit du rester à l'école et potentiellement aller plus loin dans les études, mais est-ce que finalement, essayer d'avoir un petit emploi de, je sais pas moi, dans une station essence, parce qu'on est aux États-Unis, donc il y a un côté très road trip. Est-ce que finalement avoir un emploi dans une station essence c'est pas plus intéressant parce que ça te permet de payer des choses pour ta famille, ça te permet de te nourrir, alors que l'école te permet de rien parce que sur un court terme c'est ça, tu sais pas si plus tard tu pourras faire quelque chose. Et si jamais il était un loup-garou, potentiellement il ne pourrait pas vivre dans des bureaux, il ne pourrait pas faire ce genre de métier. En tout cas pas les jours de pleine lune. Si, la pleine lune ne joue pas dans Galeux. Donc, il y a tout ce truc où il parle, où il dit qu'il regarde des films d'horreur avec des loups-garous et qu'il compare avec la réalité, où il se dit « Ah, mais ça, nous, on le fait pas, c'est des trucs que les films, ils ont dit. » Il y a même des moments où il dit « Ah, on pourrait penser que ça, c'est un caractère inné. » Mais en fait, non, ça a été un peu... les gens ont tellement vu de films de loups-garous que même les loups-garous eux-mêmes se sont mis à le faire en pensant être plus loups-garous en le faisant. Donc en fait. nos loups-garous sont dans la diégèse du livre. D'accord, c'est intéressant. Il faut se dire que le livre se passe, on va dire peut-être au début des années 2000, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop le truc du smartphone, ce genre de choses. Mais sinon, c'est quelque chose d'assez actuel. Ouais, super intéressant. Non, je voulais simplement faire remarquer que dans les auteurs et autrices qu'on a cités ce soir, et notamment dans les plus anciens, donc Claude Seignol, moi je ne connaissais pas du tout, hein, je ne sais pas si vous connaissiez. Non. Non, pas trop passé à la postérité, quoi, par rapport, dans son genre en tout cas, alors que Lovecraft entre en Pléiade, la grande collection. Après, il y en a un français et il y en a un américain. Est-ce que ça joue au niveau des traditions Maupassant, il est passé à la postérité. Oui, mais toi, c'est 1900 mais c'est les quelque années chose. 60. Ouais, mais en fait, 60. t'as des auteurs francophones de cette époque-là qui sont passés à la postérité. Je pense à Jean Rey, par exemple. En nouvelle? Ouais. Mais lui, il est belge. Ça reste francophone. Mais ça, oui, c'est pour ça que j'ai précisé francophone. Jean Rey qui est passé à la postérité. Après, le problème du genre fantastique, c'est qu'il se repose beaucoup sur... Globalement, c'est beaucoup de la littérature étrangère. La littérature de genre a toujours été mieux accueillie dans les autres littératures que chez nous. On a une culture assez élitiste, et la littérature française, c'est la littérature avec un grand L. C'est pour ça que Lovecraft qui rentre à la Pléiade, c'est quand même quelque chose. Mais il y a déjà Poe, je crois, en Pléiade. Oui, mais Poe, d'autres, voilà. Poe, c'est le roi du fantastique. Mais voilà, c'est un mouvement de consécration, de légitimation d'auteurs qui étaient auparavant considérés de genre et donc potentiellement plus mineurs. D'ailleurs, très peu de femmes, encore, si on peut faire un autre point. Tout à fait, dans la Pléiade, très peu de femmes. Ça, c'est l'histoire de la littérature, hein, finalement. Mais, trop peu. Mais même dans l'histoire. Et dans le genre fantastique. Dans le genre fantastique, très peu. Et je fais mon mémoire sur le fantastique, si vous n'aviez pas compris. Et en fait, quand je faisais... en fait, j'ai fait mon corpus à partir de dizaines, voire vingtaines d'anthologies, et très peu de femmes. Et les seules mentions de femmes sont dans les anthologies les plus récentes. Parce que tu as à la fois... tu as le double stigmate. Tu as à la fois la littérature de genre et le fait d'être une écrivaine. Ouais, c'est ça. Double poids. Double invisibilisation. En conclusion, à travers ce thème de ce premier podcast et club de lecture, ce qu'on a pu voir, c'est que la malédiction et la possession, c'est jamais que seulement une affaire de parler de choses qui font peur, etc. Bon, si c'est le but en soi du texte, c'est jamais que le simple propos de vouloir faire peur, et que c'est toujours un peu en sous-texte question de parler de population, ou une partie de la population
posséder très concrètement dans notre monde très matériel et réel, que Lovecraft fait des réécritures de Petit Chaperon Rouge. Et qu'on attend la fin des Immortels quand Ouais, tu c'est l'auras vrai. fini. Voilà. Et je vous remercie tous d'être venus et d'avoir discuté de littérature et de livres et d'autres choses aussi. Alors juste avant de finir, on peut peut-être remercier les gens qui ont écouté aussi. Ah oui. Lesquels? Et si jamais quelqu'un a écouté jusque-là ce podcast, on vous remercie chaleureusement et on vous donne rendez-vous la prochaine fois. Même du fin fond du Vermont, on vous aime. Et de Limoges. Même si vous êtes juste notre grand-parent à qui on a envoyé le lien et qui a fait l'effort d'écouter jusqu'au bout. Merci. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs. Oui, bien sûr. C'est quoi un flop finalement?